Imhotep, hein. Soyez les bienvenus sur les plateaux de l'Académie de la culture, hein, Noir Kemeti. Aujourd'hui, avec Amasou Bakinke. Là, nous allons affronter un argument d'actualité. Une actualité qui fait force, mais cependant, reste tout quand même ignorée. Eh bien, juste pour rentrer dans les bains, dans le sillage de l'émission, le titre aujourd'hui de notre émission est Vent des guerres. Vent des guerres est très important parce que on ne parle pas encore de la guerre, mais du vent. Comme l'on dit souvent, les vents précèdent la pluie. Quand le vent est fort, quand le vent est soufflé et quand le vent s'arrête, on sait que la pluie commence. Ou du moins, certaines fois, durant cette pluie, c'est grand vent qui précède la pluie, on commence déjà à avoir les premières gouttes de la pluie. Et aujourd'hui, je vais affronter cet argument du point de vue mélanodaire, même tout en y mettant une analyse globale de la situation. Eh bien, la situation regarde ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui et nous allons prendre en référence ce qui est en train de se passer en Europe. Et sachant que l'Europe a d'une certaine manière aussi conditionné ce qui se passe dans le monde entier. Et je vais vous souvenez-vous de la Première Guerre mondiale. C'était une guerre européenne. Eh bien, toute guerre européenne est guerre mondiale. Qu'est-ce que cela signifie? Les combats ne sont peut-être pas déroulés partout dans le monde, mais les impacts, les conséquences de cette Première Guerre mondiale s'est étendu partout dans le monde. Après, nous avons la Deuxième Guerre mondiale qui a fait la même chose. Et depuis très longtemps, nous attendons la Troisième Guerre mondiale qui a été promise. Il y a plusieurs théories sur le déroulement de la Troisième Guerre mondiale. Et moi, je pense que de toutes les théories qui ont été données sur le déroulement de la Troisième Guerre mondiale, et il y a en fait une autre voie. Aujourd'hui, nous avons connu en Europe l'Union européenne qui s'est désintégrée, réouvrant une blessure interne, lointaine, jamais oubliée, au fait, des guerres qui s'est passées entre l'Angleterre et l'Europe. C'est pas entre l'Angleterre et l'Europe et le reste de l'Europe. Ces guerres qui ont fini avec l'intervention des États-Unis et l'implantation de ce qu'on appelle les plans Marshall, c'est-à-dire un plan pour lequel, écoute, si vous voulez de l'argent, après la Deuxième Guerre mondiale, les économies occidentale européenne était essoufflée, eh bien, l'Occident, les États-Unis intervient et dit, écoute, vous prenez de l'argent et vous arrêtez de vous battre. En réalité, cela s'est découvert plus tard avoir été un grand piège parce que ayant emprunté cet argent du fameux plan Marshall, eh bien, l'Europe n'a pu, dans plusieurs cas, n'a pas pu recouvrir sa souveraineté. Cet argent sont venus aux dépens des grandes souverainetés. Eh bien, c'est-à-dire, chaque guerre a été suivie d'une transformation de la société. La guerre apporte l'endébitement. C'est-à-dire, avec la guerre, il y a des morts, les activités industrielles s'arrêtent et cela porte aussi à la transformation de la société en soi pour soi. Et de la société avant la Première Guerre mondiale et la société après la Deuxième Guerre mondiale, quand on rentre dans l'examen, eh bien, elle était complètement différente. La même situation nous avons avec la Deuxième Guerre mondiale. La situation change de manière complexive. Il est ici important de rappeler, par exemple, qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, les patrons du monde étaient l'Angleterre. C'est de l'Angleterre qui était pris toutes les décisions. Après la Deuxième Guerre mondiale et l'intervention des États-Unis, il y a changement de côté. Et bien, c'est comme si les États-Unis prennent le pouvoir. En termes de maçonnerie, il y a une considération à faire parce que, par exemple, les États-Unis a reçu en cadeau de la franc-maçonnerie française la statue de la liberté, Lady Liberty, qui représente une forme d'implantation de cette maçonnerie non anglaise, mais plutôt occidentale, même si historiquement, les Anglais qui vont créer les États-Unis, qui vont coloniser les États-Unis, les arracher des mains de ces autochtones, sont d'origine anglaise. Quand on regarde dans cette histoire-là, il est important de regarder aussi, fouiller aussi dans les différentes
configuration maçonnique, les groupes de pouvoir. Il n'y a pas seulement la maçonnerie, il y a les clubs de Londres, il y a les clubs des 500 de l'Italie, et il y a la Grande Loge de Londres, il y a il y a la PI2, il y a plusieurs éléments qui rentrent. Donc, à ce moment-là, on découvre une autre géographie dont les communs des mortels n'a pas toujours accès. Une forme une géographie géopolitique pour laquelle la plupart des gens n'ont aucune information. Cependant, les décisions sont prises généralement sur cette base. C'est la base de ces cartes, de ces informations-là, de ces données-là et de ces groupes de pouvoir. Maintenant, ce que je vais ici affronter n'est pas cette étude historique, une analyse qui sûrement peut être intéressant, mais n'est pas consécutive, n'est pas effective en termes de ce que nous sommes en train de vivre aussi, même s'il y a une relation importante à faire pour une compréhension majeure et profonde. Aujourd'hui, par contre, nous sommes en train de voir une accentuation de la tension entre l'Europe et l'Angleterre. Quand nous pensons à la Deuxième Guerre mondiale, nous avons été racontés des choses, mais nous ne l'avons pas vécu. Cependant, je me permets ici d'avancer l'hypothèse que la manière dont nous avons perçu les histoires, la manière dont les choses nous ont été racontées, eh bien, ils ont été, comment je peux dire, ajournés. Et il fallait donner un certain temps, il fallait donner une certaine mesure. Et loin de là, les choses sont passées de la manière exacte comme qui nous ont été relatées. Ce qui fait que nous avons une expérience qui a été à la base souillée, trompeuse, et pour lesquelles il nous devient difficile de manière objective comprendre les impacts, réaliser les impacts que les situations actuelles ont. Ce qui est très 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 important là-dessus. Parce que et là, des millions de personnes, et je parle par exemple en termes de mélanodème, se retrouvent coincés dans cette situation. Et nombreux n'ont pas conscience de la situation. Eh bien, la guerre commence. Cette guerre, je parle des vents de guerre, pas encore de guerre, parce qu'elle se place sur le plan commercial. Il ne s'agit pas d'une guerre froide, c'est-à-dire la guerre froide. Nous avons connu la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Et nous avons connu ce qu'on appelle l'élévation du mur de Berlin. Okay? Ça, c'est quelque chose qui est complètement différent. Okay? Parce qu'il n'y a pas une barrière qui est dressée, mais il y a un abattement de toutes les différentes capacités productives. Eh bien, chaque jour, à notre issue, des lois sont votées, d'un côté engageant l'Angleterre, de l'autre côté engageant ce qu'il en est resté de l'Union européenne. Et ces règles-là, qui semblent être protectrices d'une certaine manière, n'ont que comme pas du point de vue idéologique, mais du point de vue de l'effet, comme effet, c'est lui d'abattre la classe moyenne. Ceci dit, nous sommes en train d'aller vers une nouvelle forme de société, du moins dans le monde occidental. Et cette société a une configuration simple et très effective. Les riches et les pauvres, pas des classes moyennes. Et ce qui a constitué la richesse de la classe moyenne, ce qui a constitué l'espace des lois juridiques des classes moyennes est en train d'être effacé à haute vitesse. La pandémie a fourni les éléments et la quarantaine ayant renfermé les personnes dans leurs habitations, eh bien, même les esprits se sont refermés. C'est très important. Comprendre cette indication-là. Quand on te renferme dans ton appartement, quand on te renferme dans un petit monde, même ta réflexion, même tes capacités se referment. La vie devient ce qu'on appelle une simple vie biologique. La vie se rétrécit, la vie s'accourcit et on commence à fonctionner par rapport aux besoins fondamentaux. Assurer la nourriture, la reproduction qui a été pendant très longtemps présentée comme une forme de loisir et le sommeil.
Réduit à cet état-là, nous avons la population masse parce que quand on a été contraint de rester dans les maisons, et qu'est-ce qu'on fait dans les maisons? On mange, on dort, on se reproduit. C'est-à-dire, où on se reproduit, on s'amuse, nous sommes en train des mêmes, les mêmes endroits. Alors, c'est confinement neurologique, ok, parce que c'est exactement de ça. C'est un confinement neurologique a un impact important parce que quand le cerveau est un appareil, quelque chose d'incroyable, d'énorme, mais pour que le cerveau puisse fonctionner en plein régime, il a besoin d'avoir des activités multidisciplinaires et une vision élargie. Je suis en train de parler de l'activité. Des activités intellectuelles, littéraires, artistiques et qu'en suivent. Cependant, aujourd'hui, nous avons un effondrement des activités, de la multidisciplinarité, un effondrement des activités même physiques. Ok? Qu'est-ce qui reste? Eh bien, il y a à ces moments-là une forme de super-excitation des activités de loisirs. Chaque fois qu'on a déclaré qu'une quarantaine était finie, tout le monde était dans les bars. Tout le monde était dans les bars. C'est-à-dire, il y a cette exploitation, la suractivité, au point où la vie est en train d'être poussée à être réduite à une forme de ce que j'appelle une simple vie de survie. Une simple vie de survie. Où toutes les espérances, toutes les personnes ayant ces espérances, toutes les espérances vont s'effondrer. Parce que ça, c'est le danger qui est en train de venir. Les gens qui sont allés, les générations qui sont allées étudier pendant longtemps ont des expectatives. Mais dans le même temps, qu'ils sont en train de nourrir les expectatives, ils sont incapables de percevoir les changements qui sont en train d'être introduits de manière implacable. Ces changements-là, ok, vont faire ce que toutes leurs expectatives ne verront jamais les jours. Du moment où les expectatives ne verront jamais les jours, ces gens-là vont se retrouver dans un état de dépression chronique. Pour sortir de la dépression chronique, ok, à ce moment-là, la seule voie qui reste, ce sont les drogues, les différents types de drogues. Okay? Il y a les drogues administrées, okay? Et il y a des drogues qui ne sont pas administrées. Comment je peux justifier cela? Il y a des drogues que nous administrons en prenant l'héroïne, en prenant la drogue, mais il y a aussi des drogues que nous ne administrons pas. L'adrénaline est une drogue. Okay? Et l'adrénaline est une drogue pour laquelle on a besoin des dangers, des situations dangereuses pour ou des situations extrêmement émotionnelles pour la distiller dans le corps. Mais il y a aussi d'autres sous-catégories d'adrénaline. Et ces adrénalines-là, par exemple, sont fournies par une activité sexuelle, disons, non contrôlée. Et des bondages, boundary, tous ces genres d'activités sexuelles, ok, à la limite, et comment redistribuent des drogues dans le corps. Et ces drogues-là, ok, ont pour fonctionnalité de détendre les corps, de débarrasser les corps du stress et de la dépression. Une fois qu'on arrive dans ces états-là, on se retrouve fermé dans un cercle vicieux. Parce qu'après, ce genre de comportement développe ce qu'on appelle la dépendance neuropsychologique. Une fois qu'on se retrouve dans la dépendance neuropsychologique, on ne s'en sort plus. Parce que d'un côté, il y a les expectatives d'une vie. D'un côté, il y a l'investissement sur un titre personnel. Mais cet investissement-là est fait sur un terrain qui n'est complètement pas fertile pour cela. On n'est pas conscient des transformations qui sont apportées jour par jour dans la société et on ne se rend pas compte que ces transformations-là vont à l'encontre des choses pour lesquelles nous avons été nourris, des aspirations, des expectatives, ainsi de suite. Et cette confrontation en termes d'opposition génère, comme je viens de l'expliquer, une dépression incroyable. Et cette dépression-là ne peut être cernée qu'à travers la drogue. La drogue permet de dégager. Et ces drogues, comme je dis, peuvent être administrées
ou ce sont des drogues que nous sécrétons parce que notre corps est en mesure de sécréter un grand nombre de drogues. Nous sommes en train de marcher tout droit vers une détresse incroyable. Et il est important qu'on en prenne conscience. Je rencontre beaucoup de personnes chaque jour, soit sur les plans physiques comme sur les plans spirituels. Je vois les rêves de personnes. Je vois les expectatives de personnes. Mais de l'autre côté, pour les mêmes catégories de personnes, je vois aussi une incapacité linéaire de l'interprétation de la réalité objective, c'est-à-dire la réalité de tous les jours. Et cette incapacité-là, justifiée par la recherche de la liberté, du loisir, ainsi de suite, est un déterrant. Je me souviens encore de l'époque des mères de Mire de Berlin, quand on parlait de la jeunesse de Berlin, justement, la jeunesse du parc de Berlin. Cette époque-là n'a pas été suffisamment enseignée, on n'a pas suffisamment parlé de cela. Et la société allemande de l'époque de Mire de Berlin va connaître une suffocation incroyable, et ce que la suffocation va donner en termes de résultats spécialement sur la jeunesse est incroyable. Et aujourd'hui, je me rends compte que comment cela a pu passer du point de vue des études psychologiques, a pu passer inaperçu. Eh bien, étrangement aujourd'hui, nous aurons un impact 50 fois pire. Aimé, dans la société moderne aujourd'hui, nous sommes emballés. Et nous sommes en train de nous faire emballer. Et les analyses que je vois faites au niveau de la télévision ne reflètent pas la réalité, ni la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais encore moins. Très peu de personnes s'interrogent sur la direction que nous sommes en train de prendre. Très peu de personnes s'interrogent sur comment sera les demain. Et ça, c'est la chose la plus importante, parce que les expectatives, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, doivent avoir un impact sur les demain. Et si nous ne nous rendons pas compte que les demain est déjà compromis de la manière dont nous sommes en train d'aligner nos expectatives, eh bien, nous nous retrouvons dans un grand malheur demain, sinon que nous retrouvions dans une grande guerre. Parce que les conflits sur les plans commerciaux et la transformation de loi est en train d'arriver avec un impact incroyable. La pauvreté est en train d'arriver en Europe. Cette pauvreté que nous avons vue s'est manifestée à travers l'Afrique va faire son grand entrée en Europe. Soutenue, bien entendu, avec un système de structuration et de gestion complètement différent par rapport à ce que nous avons vu en Afrique, parce qu'en Afrique, il ne s'agissait que d'une expérimentation. Et aussi, sur ce plan ici, il s'agit d'une expérimentation aussi. Je ne vais pas me découler dans certains discours qui vont au-delà de la stratification de notre réalité, mais aussi sur ce plan-là, nous sommes toujours dans une forme d'expérimentation planétaire. Mais ce qui est important ici, notez que nous sommes en train de rentrer dans une phase de souffrance énorme dans le monde occidental. Et le monde occidental ayant servi de pilier, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le monde occidental s'est répercuté dans le monde entier, eh bien nous aurons une souffrance qui va se répercuter dans le monde entier. Il s'agit à ce point maintenant de savoir prendre des mesures. Et je suis d'avis que plusieurs autres peuples sont en train d'étudier de cela avec beaucoup d'intérêt et de prendre des mesures. Plusieurs autres communautés sont en train d'étudier cela avec beaucoup d'intérêt et de prendre des mesures. Aimé, je me retrouve encore ici devant la communauté mélanoderme tout entière et réaliser que les mesures ne sont pas prises. D'autant plus que les analyses, les études ne sont pas menées en ce camp-là. Quelles seront les conséquences macroéconomiques? Quelles seront les conséquences macroéconomiques? Quelles seront les conséquences sur le point de vue de la stratification sociale et de la perception de l'identité raciale? Devant cette grande restructuration de la société mondiale, je ne possède pas les questions. Je ne connais pas les futurs, mais je peux l'appréhender. Je peux la comprendre.
Et c'est pourquoi je suis en train d'en parler. Comme l'on dit, à bon entendeur, salut. Mais je ne dis pas à bon entendeur, salut, et je sors de la porte et je m'en vais. Je reviens. Parce que nous sommes en train d'aller tout droit, de manière inconsciente, dans une situation qui, pour l'Afrique en tant que continent, et pour les Noirs en tant que peuple, vont être une situation d'une extrémité, d'une difficulté extrême. Si ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous pouvons les qualifier d'extrêmes, alors nous n'avons rien vu encore. Et d'où un appel à la conscience, un appel de prise de conscience, un appel à l'étude, à l'analyse, au débat orienté sur les impacts futurs de ce que nous sommes en train de voir. La société occidentale est en train de se transformer et cette transformation va impacter le monde d'une manière incroyable. Et les plus faibles, dans cette concaténité des effets, dans cette concaténité des systèmes de pouvoir, où au sommet nous avons l'Occident, ceux qui sont à la périphérie vont se retrouver dans les pires des situations possibles. Et donc, j'évoque l'Afrique, j'appelle l'Afrique. Non seulement j'appelle l'Afrique en tant que communauté, non que j'appelle l'Afrique en tant qu'ensemble, parce que nous ne pouvons parler de civilisation, mais je parle aussi à l'Africain moyen. L'impact que ceci va avoir sur nous est conditionné par le fait que nous ne sommes pas conscients de ce qui est en train de se passer. Nous n'interagissons pas avec les données, comment on dit, actuelles, actualisées. C'est mieux utiliser les mots, les données actualisées. Nous sommes en retard sur la capacité d'actualisation des faits, de la compréhension des événements. Et c'est là où nous place-t-elle. Vent de guerre. Nous sommes en train d'aller vers une guerre idéologique qui va ébranler les fondements du monde occidental, qui, dans une tentative de se refaire, va s'élever et va tout de suite aller tout droit en guerre contre le monde arabe. Ceux qui sont habitués aux documents dits des conspirationnistes connaissent ces théories. De la guerre entre le monde occidental et le monde arabe. Mais une chose, sûre et limpide comme l'eau, n'est pas souvent mentionnée. Que l'Occident de cette guerre ne sortira pas vainqueur. Que l'Occident de cette guerre ne sortira pas vainqueur. De ces moments-là, il va être important de déduire les conséquences. Il va être important de comprendre ce qui va se passer après. La société telle que nous l'avons connue est morte. La société telle qu'il est en train, telle qu'il nous est présenté aujourd'hui, comment elle va être demain est un mirage. La réalité, les devenirs se trouvent entre ces deux frangins. Quel en sera-t-il de nous? Ça, c'est la question que je me pose. Ankouja Seneb, c'est quelque chose qui est très difficile à partager. Et je me présente Kanefera Koutinetia de l'Académie de la culture noire kémétique. Alors, Baba Kinkela m'a appelé parce que simplement, c'est un changement que nous on voit venir. Nous, on voit tous les changements qui se passent. Nous, on voit tout ce qu'il y a et on voit comment ça s'est transformé. Et donc, je vais vous raconter l'histoire de Mbikoudi pratiquement, généralement, avec ce qui s'est passé, avec tous ces changements-là. C'est qu'avec le Brexit, d'abord, il y avait le Brexit qui a été annoncé. Donc, d'abord, on a fait au peuple de décider le Brexit. On a proposé des lois, on a proposé à quoi les choses vont ressembler.
Mais ensuite, les gens ont voté pour le Brexit. Mais ensuite, on dit qu'ils n'arrivent pas à arriver à trouver une solution. Donc, vraiment à trouver une solution, à trouver un accord commun. Et donc, on a continué avec. Donc, on a eu un Brexit difficile. Donc, d'abord, avant le Brexit, quelques jours, comme je dirais 2 semaines avant le Brexit, on bloque toutes les frontières. Il n'y a pas des choses qui peuvent entrer, qui peuvent retourner. Donc, vous pouvez imaginer ce qui allait se passer. Et le jour après le Brexit, des lois qui n'ont jamais été utilisées pendant 30 ans ou plus reviennent en activité. Donc, on doit commencer à faire... donc, l'Europe n'est plus le UK n'est plus une extension de l'Europe, mais ça devient quelque chose de différent. Alors, pour se préparer du Brexit, on nous dit que non, en tant que compagnie, il faut avoir un chiffre qui s'appelle un EORI number. Donc, c'est pour mieux collectionner les VAT, les TVA et tout. Donc, il fallait avoir un numéro pour être en mesure d'envoyer les paquets. Donc, on a tous fait la registration, on a tous fait cette registration pour obtenir ce service-là que nous avons fait. Ensuite, c'est là que les choses deviennent un peu très intéressantes, c'est que ensuite, quelques minutes après, je peux dire quelque chose comme quelques mois plus tard, ils décident que non, c'est pas assez. Il y a une nouvelle loi qui est entrée qui est un changement pour les TVA. Ce qui veut dire maintenant que les compagnies en UK doivent payer les TVA, même aussi pour les produits vendus en France. Donc, il faut avoir un intermédiaire qui est soit en Belgique ou dans d'autres pays comme ça. Et on va utiliser cet intermédiaire pour envoyer les paquets. Mais non. Le problème qui se pose ici, le problème très très important et le problème qui fait en sorte que nous ne dormons pas les nuits, c'est que justement en faisant ces paquets, qu'est-ce que ça fait? C'est que généralement, imaginez-vous qu'avant on envoyait les paquets arrivaient, on n'ouvrait pas les paquets. Mais déjà avec le premier changement, beaucoup de paquets étaient perdus, il y avait les vérifications et on ne savait plus réaliser qu'est-ce qui se passait. Et directement, les frais d'envoi sont augmentés complètement. Et beaucoup de personnes continuent à se plaindre en disant que non, c'est très cher. Donc, beaucoup dit, on a vraiment travaillé dur pour trouver une forme de stabilité pour offrir à tout le monde. Et donc, beaucoup de personnes, leur business sont morts. Donc, pourquoi je dis ça, c'est parce que simplement, en sachant qu'aujourd'hui, un achat qui est fait sur notre site, que ce soit un distributeur ou pas, par rapport aux frais que nous devons payer, on paye 30% sur l'achat. Donc, imaginez-vous si la personne maintenant a une réduction. Donc, ça veut dire que des fois, on arrive jusqu'à 50% de réduction pour les achats faits sur notre site. Sans parler de tous les produits qui sont perdus, les produits qu'on ne sait pas où se trouvent et aussi les demandes, les produits jetés volontairement. Donc, beaucoup de produits sont jetés, gaspillés. Là, on voit pas la nature. Hein. Là, on voit pas de environmental friendly. Donc, on voit pas le gaspillage. Le gaspillage, il n'entre pas dans ce problème ici. Donc, on va envoyer des paquets et on a réalisé depuis le Brexit que vous allez envoyer un paquet avec 10 produits, il y aura 7 qui vont arriver. Vous allez envoyer notre produit et puis il y aura 2 qui vont arriver. Donc, une fois, on a dû envoyer un paquet 3 fois, jusqu'à 3 fois. Simplement parce que, effectivement, au début, on se dit que non, on ne pensait pas que c'était un problème qui était fait sciemment. C'était après quand on a vu que non, en fait, une fois on s'est arrêté, on a dit attends, c'est vrai qu'il y a les paquets qui se perdent, les paquets arrivent, ils sont incomplets, mais Bikoudi existe depuis 5 ans. Et si on doit être honnête, on n'a pas eu plus de 5 cas avec des paquets qui sont incomplets. Dans le sens où les paquets étaient incomplets et le client n'avait pas été notifié que les paquets étaient incomplets. Parce qu'il faut comprendre qu'en tant que commerce, quand vous n'avez pas un paquet qui manque, on dit au client, on va t'envoyer ça en 2 fois, en 3 fois, et les clients doivent d'abord être d'accord avant de faire ça. Mais pour envoyer un paquet avec un produit manquant, nous, on est conscient qu'on a fait un produit manquant. Mais là où il y a une erreur humaine, on peut dire sur 5 ans, c'était 5 fois. Donc, c'est pratiquement moins d'1%. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, c'est devenu la totale. Donc, sur 50 paquets, vous avez 4-5 paquets qui ont quelque chose qui manque dedans. Et c'est la même équipe, généralement. Et on se dit que non, il y a un problème. Mais le plus grand stress, c'est même pas ça. Ça, c'était quelque chose que pour moi, je me dis, c'est normal. Parce que, pas normal, mais je comprends qu'après avoir mis en place un système qui n'a pas été utilisé pendant 30 ans, c'est normal qu'au final, les personnes ont eu ce stress-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que du jour au lendemain, on nous fait entrer un autre système qui est le IOSS. Donc, on appelle ça le One-Stop Shop. C'est quoi? Ça veut dire que, il faut dire combien ça coûte. Hein. Pour s'enregistrer, une compagnie qui vend des produits en ligne
Donc, on doit être en mesure de débourser 2 500 pounds d'abord pour faire la registration de ce système-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour les clients? Ça veut dire que si moi, je suis en mesure de m'enregistrer dans un système et je paye 2500 en avance pour vendre un produit, ça veut dire que d'office, tous les produits auront une augmentation de 10%. D'office. Parce qu'imaginez-vous que, en étant, même si je suis en e-commerce, 2500 par an, et ça, c'est juste la registration. Mais ensuite, il y a aussi les TVA qui sont ajoutés. Donc, on revient à une augmentation de 30%, parce que les TVA, généralement, c'est 20%. Ça dépend du pays, mais généralement, les TVA se retrouvent à 20%. Et donc, avec tout ça, tout a été chambouillé, tout a été changé, tout a été complètement déboussolé pour les clients. Et ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, les clients ne peuvent plus rien, ne peuvent plus, ne peuvent plus savoir quoi faire avec tout ce qu'ils reçoivent. Donc, vous imaginez que du jour au lendemain, on augmente un nouveau système où ce système maintenant devient un système payant. Parce que généralement, quand on fait un système, il y a ce qui est payant pour un loisir, mais il y a aussi la partie qui peut être gratuite. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment ici, le système devient payant pour tout le monde. Donc, tout le monde doit payer pour utiliser ce service-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même une personne qui commence un business qui a 10 000 ou moins, il doit payer ces 2500. Donc, imaginez une personne qui a une petite affaire, un petit business, et qui doit payer 2500 de registration. Ensuite, il doit aussi payer les frais de TVA. Et donc, pour vous donner une image, donc si une personne a un business qui va vendre pour 10 000, déjà, il y a 20% de TVA qui fait 2 000 qui doit payer. Et donc, ça, c'est normal. Parce que n'oublions pas qu'en UK, par exemple, pour s'enregistrer pour les TVA, il fallait d'abord avoir un gros chiffre d'affaires. Donc, pour toute personne qui avait un chiffre d'affaires élevé à 80 000, 70, je dirais 80 000 ou 85 000 pounds, ce qui fait plus ou moins 100 000 euros, quelque chose comme ça, allait se faire la registration. Mais maintenant, on donne ça à une personne qui a aussi un chiffre d'affaires même de 10 000 ou de rien, de zéro pratiquement, pour tout le monde. Ce qui fait que si une personne avait un chiffre d'affaires de 10 000, donc alors ça veut dire qu'il a 20% de frais de TVA et 2 500 de registration pour ce système-là. Ce qui fait que 4 500, et ça c'est simplement les frais. Et ça, c'est même pas les frais de poste, les frais de port. Et donc, si tu mets pour les frais de port qui sont peut-être, on peut dire, un autre 1000, donc ça fait 5 500. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc si cette personne-là qui a un business et il va dépenser 2 500 pour les frais de registration pour ce TVA qu'on a on a mis sur toute personne en UK et qui va arriver en Europe. Je dis ça parce que ça va arriver en Europe. Ensuite, on a les 2 000 pour les frais de TVA ou les frais de VAT. Et ensuite, on a les frais de port qui sont élevés à 1000. Donc, ça fait un total, disons, pour ceux qui sont forts en maths comme moi, ça fait un total de 5500. 5500, ça veut dire quoi pour les clients? Ça veut dire que cette personne, si normalement, sans pour autant, je peux dire, avant le Brexit ou avant les changements qui nous viennent, parce que le Brexit, ça veut dire qu'on a juste simplement mis l'Angleterre à part pour tester des lois, pour tester leur endurance. Mais n'oublions pas que ça va arriver partout plus tard. Parce que le Brexit, c'est simplement, parce qu'on a parlé de l'Italoxit, on a parlé du Franxit aussi, on a parlé de la France qui voulait faire son Brexit aussi. Et donc, on a tous les pays qui vont faire leur exit. Le Brexit, ça veut simplement dire sortir de l'Union européenne et démanteler l'Union européenne ou la mort du système qu'on a connu avant 2000 ans, avant 2020, si on peut dire ça comme ça. Donc, on a avant 2020 et avant, moi je dirais même avant 2021 et après 2021, parce que c'est en 2021 que les vrais changements ont commencé. Mais il faut dire une chose, c'est que, et là je fais un clin d'œil au calendrier Maya. Le calendrier Maya, c'était 2012. Vous voyez le 12? Maintenant, 2021, on a l'échange. Donc, on a eu une transition. On a le change du 2 et du 1. Parce que c'est en 2021, le 1er janvier, que tous les changements sont vraiment... Le Brexit est venu en force en 2021. En 2021, c'est maintenant qu'on parle du new normal. Donc, on a parlé à long et large. Je pense qu'il y a les émissions de Baba Kinkela qui parlent des changements, qui parlent on parle même plus du nouvel ordre mondial, mais on parle de l'après-Covid. Donc, on parle de l'après tout ce qui s'est passé maintenant. Donc, on parle de tout. Parce qu'il faut voir les petites lois qui ont été mises en place. Parce que ces lois ont été mises en place non seulement pour la pandémie, mais pour beaucoup d'autres choses qui se passent là aussi. Donc, vous allez voir tous ces éléments-là. Et là, je ne parle même pas de les régulations, mais je parle des changements qui viennent en place
et de comment ces changements vont affecter. Alors, un des changements sur tout ça, ça a été sur le business. Donc, je reviens à mon exemple que j'ai donné. Donc, ça veut dire qu'un business maintenant qui a un chiffre d'affaires de 10 000, et donc je dis chiffre d'affaires, ça veut dire il a fait une vente jusqu'à 10 000. Et admettons que le produit que lui, il vend coûte 10, il va la vendre les produits à 10 pounds, inclus les frais de poste, inclus tous les frais. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, pour un produit qui a la valeur de 4 livres 50, la personne doit ajouter 5 livres 50 de frais au-dessus du produit et ensuite le vendre à 10 livres. Donc, pour quelque chose qu'avant tous ces changements, vous auriez eu acheté à 4,50 ou peut-être même à 6, mais maintenant la personne est forcée à augmenter le prix jusqu'à arriver à 10. Imaginez-vous quel impact ça fait aujourd'hui. Donc, imaginez-vous, je donne un exemple que le lip balm aujourd'hui qu'on vend plus ou moins, je donne un exemple. Si on vendait 2 lip balms pour 4 livres 50, les deux lip balms maintenant ont la valeur économique de 10. Pourquoi? Parce que de manière proportionnelle, on met tous les frais que le business a accueillis et donc voilà là où on arrive. Et donc imaginez-vous un peu la situation où on se retrouve et comment ça va étouffer les business. Et quand ça étouffe les business, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arrêter de travailler pour soi pour aller trouver un travail. Mais les travails sont déjà étouffés aujourd'hui. Ouais. Et ça, cela rentre dans la thématique et nous sommes en train d'avancer. Que voilà, doit Netchera nous canefera pour son intervention, que le travail va devenir un luxe. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est ce qu'on appelle cette quatrième transformation post-industrielle. La quatrième transformation post-industrielle, la quatrième révolution post-industrielle dont j'ai déjà parlé dans les émissions avec mon frère Mobali Makassi. C'est quoi? Parce que j'en ai parlé, mais justement, nous ne nous laissons pas, nous n'allons pas dans l'analyse. Comment va être cette révolution, cette nouvelle société? Eh bien, c'est une société de la pauvreté. C'est une société où, voilà, le travail devient un luxe et duquel très peu peuvent se permettre. Très peu peuvent se permettre un travail et c'est un luxe. Et quand tu es dans un travail, eh bien, tu n'as pas de vacances, tu n'as pas de fériés, parce que la presse, ça va être très mal vu, comme nous sommes, c'est déjà le cas maintenant, aller en vacances, aller au travail, parce que ça ne reflète pas très bien sur ton image de dans la société dans laquelle tu travailles. Donc, travail. Un autre élément qui va arriver, c'est qu'avec toute cette pauvreté, eh bien, pendant que les coûts de la vie vont s'augmenter, les niveaux de salaire vont baisser drastiquement, au point où les gens seront contraints à travailler 24 sur 24 heures pratiquement, avec un salaire de misère. Mais ceux-là qui seront contraints à travailler 24 sur 24 heures avec un salaire de misère seront les privilégiés. Parce que les marginalisés, qui sont tous ceux qui n'ont pas se prendre un travail, eh bien, vivent de rien. C'est ainsi qu'on a parlé, on parle d'un salaire universel. C'est-à-dire, le gouvernement qui décide de votre... Du moment où on vous donne un salaire universel, c'est-à-dire votre temps est chronométré, le gouvernement vous contrôle. Et vous devez faire ce que le gouvernement vous demande pour un salaire de survie, pour pouvoir survivre. C'est à ça que consiste cette quatrième révolution industrielle. Et il est important que nous analysons cela et nous apprenons à réagir parce que jour après jour, cette société ou le nouveau ordre mondial post-2021, retournant comme notre mot disait au calendrier Maya, l'effectivité est dénuante devant nos yeux. Cette société nouvelle n'a pas de la place pour nous. Cette société nouvelle est une société élitiste où tous les autres sont dans la pauvreté, dans la misère. Et c'est aujourd'hui que cette transformation est en train d'être mise sur scène. On change les lois chaque jour et ces lois rendent toute activité économique impossible. En fait, si tu n'es pas riche, tu ne peux pas, comme notre mout expliquait, déjà même si une société comme Bikoudi pouvait payer les 2500,
Mais il y a un autre problème. Quand les clients qui achètent un produit de 10 livres, par exemple, et que les produits arrivent chez lui, il doit aller payer des taxes pour, par exemple, 30 à 35 livres pour recevoir un produit qu'il a payé à 10 livres. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ces clients-là, qui va voir sa capacité salariale diminuer et le nombre de travail augmenter dû à la situation économique dite mondiale, ne sera plus incentivé à aller acheter un produit qui, à la fin, même si elle lui coûte, les produits en lui coûtent 10 livres, mais les recevoir entre les mains lui coûtent 45 livres. Donc, le client ne sera plus porté à acheter ces produits-là. Mais en même temps, la compagnie qui avait déjà payé 2500 pour pouvoir cette opération ne pourra plus recevoir aucun achat. Encore une fois, je vous appelle à ouvrir les yeux. Le monde mélanoderme est dans beaucoup de confusion. Trop de confusion. On parle de tout et de rien, du matin au soir, et on ne se rend pas compte du danger qui est en train de flairer nos coups. Le danger n'est pas, le serpent n'est plus aux orteils. Le serpent est monté sur l'autre jambe, il est arrivé au cou. Il est juste là derrière, et quand il te mord au cou, la mort est subite. Ankh Ouja Seneb.